Bonsoir à tous. Le Talk de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, est un rendez-vous qui nous permet de passer en revue certaines des innombrables compétences qui foisonnent sur le continent africain. Ces valeurs avérées, nous les confrontons aux grandes problématiques et aux grands défis qui jonchent le processus de développement de l'Afrique. Et aujourd'hui encore, nous allons nous soumettre à cet exercice. Le CRES, qu'est-ce que c'est exactement? Vous venez de le dire. Je vous remercie d'abord et de m'avoir permis de parler et de me faire voir dans quelque chose pour lequel je suis très fier. C'est votre chaîne de télévision. Je ne vais pas du tout violer un secret. En tout cas, les téléspectateurs sénégalais le savent. Je suis très ami avec votre fondateur. Et il y a quelques années derrière, quand on était en culotte courte, on ne se doutait pas qu'un jour, il allait m'accueillir dans une chaîne de télévision. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis très fier et très content de me retrouver ici. Cela dit, le CRES, c'est le Consortium pour la recherche économique et sociale. C'est un organisme africain? C'est un organisme africain créé à l'initiative de chercheurs et d'enseignants, de rang A d'ailleurs, de l'Université Cheikh Anta Diop, mais qui aujourd'hui étend ses tentacules un peu partout parce que le CRES a fini d'imposer sa manière de voir au niveau de tous ceux qui veulent faire des recherches en Afrique. Et de ce point de vue, on sort beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses aujourd'hui. Juste pour exemple, il y a quelques jours, on a fêté la journée sans tabac, je crois, et aujourd'hui, la réglementation de la CEDEAO sur la lutte contre le tabac, c'est le CRES qui l'a inspiré. Juste pour vous dire où est-ce qu'on en est en termes de think tank. Donc nous commençons à être un think tank assez influent. En tout cas, je vous remercie de me donner l'occasion de parler du CRES parce que c'est un organisme qui, pendant très longtemps, a vécu sous l'ombre tutélaire de la recherche académique. Aujourd'hui, elle est en train de faire de la recherche pour aider l'Afrique à se développer, pour aider nos décideurs à prendre les bonnes décisions. J'allais dire, c'est celui du numérique. Pourquoi autant de passion autour des télécoms, du numérique? Pour beaucoup de raisons. Au passage, j'ai rédigé ce qu'on appelle les actes additionnels de la CEDEAO qui sont applicables au marché des télécoms pour ces 15 pays-là. C'est parce que j'ai toujours été, moi, personnellement, fasciné par l'innovation. Voilà. Tout ce qui est nouveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles on dit à l'université que moi je suis tout le temps en train de défricher, d'ouvrir de nouveaux chantiers. Et c'est vrai, à l'époque quand je m'intéressais aux télécoms, c'était encore relativement neuf. On venait de privatiser, on devait faire plein de choses. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux télécoms. Mais chemin faisant, je me suis rendu compte que la question, c'est pas seulement télécom. Ça va au-delà de télécom. Et même le changement de sémantique, de vocabulaire, on parle de télécom, on parle maintenant de communication électronique. Au-delà de communication électronique, on parle de numérique maintenant. Et c'est pour cela, je suis de ceux qui estiment que aujourd'hui, en parlant de numérique, il faut éviter d'en faire un secteur d'activité. Le numérique, c'est la forme d'expression de l'économie d'aujourd'hui. Si vous prenez la santé, regardez la médecine à distance, on opère à distance. L'école, on enseigne à distance. La presse, aujourd'hui, on vous lit comment ? On ne vous lit pas sur papier, pratiquement. On lit sur des tablettes, sur des machins. Donc, le numérique aujourd'hui, c'est ça la forme d'expression de l'économie. Et si on le prend de cette manière-là, on ne se contentera plus du tout de dire lui, c'est le ministre de l'économie numérique comme on faisait ministre des télécoms. Ce serait une erreur. Parce que ça irradie l'ensemble des secteurs d'activité économique. Et si on le fait de cette manière-là, je vous assure que les Africains d'aujourd'hui, là, ils pourront faire en sorte que leur pays et leur continent soient au diapason par rapport à ce qui se fait ailleurs. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du jeune de Parakou et du jeune de Copenhague. Vous les mettez devant un téléphone portable, ils auront exactement la même réaction. Et mieux, selon ses besoins, peut-être le petit Africain va créer des applications. Et ça a déjà commencé un peu partout. C'est ce qui s'est passé avec aujourd'hui ce que l'on appelle les services financiers par téléphone mobile. On ne fera pas de publicité, mais quand on parle de Orange Money, c'est quoi? Mais c'est les Africains qui l'ont créé. Quand je vous ai parlé du titre de mon article et que j'ai dit que c'est une révolution venue d'Afrique, c'est parce que nous sommes pauvres. C'est parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens qu'on a imaginé dans le téléphone portable des applications qui réglaient nos problèmes quotidiens. Et le problème quotidien de l'Africain, au début, c'était quoi? C'était de se dire, moi, j'ai dans mon téléphone 10 unités de crédit pour pouvoir téléphoner. Mon copain, il n'en a pas. Ou bien ma maman, elle est au village, elle n'en a pas. Comment je fais pour lui donner? Vous croyez que... Est-ce que vous pouvez imaginer un court instant, en Europe, quelqu'un dire « envoie-moi des crédits ». Ça ne se fait pas. La preuve,
ils sont en train aujourd'hui de faire une publicité sur les chaînes de télévision françaises. Et le gars, il dit, aujourd'hui, avec votre téléphone portable, vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez même envoyer des euros. Ils le disent, pour eux, ils le découvrent. Depuis longtemps. Alors que nous, on le fait depuis quand? C'est pour ça que je dis que ça, c'est le génie africain qui l'a créé. Par le biais notamment de l'Afrique de l'Est, le Kenya, qui se sont rendus compte, avec la distance, avec les difficultés de se déplacer, que le téléphone portable pouvait régler beaucoup de problèmes. Ils l'ont fait. Mais au lieu de dire que c'est l'Afrique qui l'a créé, ces innovations-là, on va attendre que ça aille dans une multinationale dehors, de télécom, qui va lui donner un nouveau concept, et on va dire, voilà comment c'est. C'est pas vrai. Je vous assure, si je prends la réglementation relative aux banques en Afrique, si vous voulez commercer avec une banque, ouvrir un compte, on vous demande, il faut avoir une certaine somme d'argent. Si vous voulez envoyer de l'argent, il faut le faire par virement. Si vous voulez payer, il y a une loi d'ailleurs chez nous qu'on appelle la loi sur les instruments de paiement. Il faut être obligatoirement salarié, voilà. Des choses comme ça. Les instruments de paiement, c'est le chèque, c'est l'argent liquide, c'est les cartes et tout ça. Mais aujourd'hui, le téléphone, c'est un instrument de paiement et pourtant, ce n'est pas dans la loi. Je vais commencer par vous présenter. Vous avez été chef d'État de la République centrafricaine. De quelle période à quelle autre période? De janvier 2014 à mars 2016, à peu près 2 ans et 2 mois, à peu près. Ok, ça a été une période difficile? Particulièrement difficile parce que je suis venu trouver un pays en profonde crise, avec des divisions communautaires, avec des connotations religieuses, même si on ne l'accepte pas, avec des populations en grande détresse, parce qu'il y avait beaucoup de personnes déplacées, beaucoup de réfugiés également en dehors du pays, une administration qui était arrêtée, une économie à terre avec un tissu totalement déchiré, pas d'école, pas de santé, il fallait tout reconstruire. Une situation catastrophique. Catastrophique. On était en tout cas au bord du chaos. Ok. Et vous vous battez contre les mutilations génitales, les violences faites aux femmes. Ça aussi, c'est une triste réalité. Absolument. D'abord, il était question de faire connaître à la femme centrafricaine ses droits. C'est important. Si elle ne connaît pas ses droits, elle ne peut pas les revendiquer. Et il était important également de conseiller les femmes quand elles étaient en difficulté de droit. Et nous avions donc, dans le cadre de notre association de femmes juristes, ouvert un cabinet d'orientation et de conseil juridique où nous recevons les femmes en détresse qui avaient besoin d'être assistées, d'être accompagnées dans leurs requêtes en matière de droit. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui et nous allons vous soumettre à une série de questions. Vous savez que vous êtes un personnage politique très important sur l'échiquier gabonais et donc c'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour vous avoir pendant cette émission. Vous êtes magistrat? Oui, de formation. Ok. Et vous n'exercez plus? Forcément, hélas, vous êtes, non, je suis appelé à des responsabilités qui, à ce jour, ne me permettent pas d'exercer ma fonction. Mais avant que vous ne soyez ministre, vous n'exercez plus non plus? Effectivement, j'ai été mis en réserve des cadres de la fonction publique. Des choses qu'on voudrait bien comprendre, parce que vous avez été déjà sollicité une première fois pour entrer au gouvernement et vous avez refusé. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence maintenant? Mais l'objet de l'invitation. Le 11 septembre 2015, je suis le président du Front de l'opposition pour l'alternance. Autrement dit, le leader de l'opposition gabonaise. Je suis invité par le chef de l'État qui m'accorde cette rencontre et à cette occasion, je lui formule un certain nombre de propositions, notamment la tenue d'un dialogue préélectorale au fin de convenir, toute partie appelée et présente, des modalités aptes à garantir la transparence du scrutin à venir. Cette quête-là que j'ai exprimée n'avait pas trouvé gain de cause. En lieu et place, il m'a été proposé d'entrer au gouvernement.
à ce moment-là, cette proposition ne me paraissait pas pertinente. C'est cela qui peut justifier, me semble-t-il, de la manière la plus logique, le refus que j'ai opposé. Cette fois-ci, les choses sont totalement différentes. Le contexte est totalement différent. Nous sommes après les élections. L'Assemblée nationale est dissoute. La majorité politique qui peut justifier la composition du gouvernement est dissoute. Elle disparaît. De manière conséquente, le gouvernement est lui-même dissous. Il y a une situation de vide institutionnel, aussi bien au sein du Parlement, parce que la Chambre des députés n'existe plus, aussi bien dans le pouvoir exécutif, parce que le gouvernement a été purement et simplement dissous. Il y a une situation d'exception qui met à égalité toutes les forces politiques dans la composition du gouvernement. À partir de là, l'invitation qui m'est faite ne peut rencontrer qu'un accord évident parce que, pour une fois, aucune force ne peut se prévaloir d'avoir une majorité parlementaire au sein de la Chambre des députés justificative du gouvernement. Toutes les forces politiques, à ce jour, sont à égalité quantitative et qualitative pour animer le gouvernement. Voilà ce qui, simplement, me motive à entrer. Vous êtes PhD dans quel secteur? Écoutez, je sors d'une chaire UNESCO qui s'occupait du droit international relatif aux droits de l'homme, fondée sur une interdisciplinarité. Et c'est pour ça qu'il m'est très difficile parfois de me définir par rapport à... Je travaille principalement dans l'anthropologie ou les anthropologies culturelles, sociales, politiques, etc. Je travaille aussi dans le domaine des droits de l'homme. Je travaille aussi dans le domaine de la culture, principalement musique et aussi les arts de la scène. C'est à ce titre que j'étais directeur artistique du Massa à Abidjan. Le marché des arts et du spectacle africain. Maintenant, c'est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Voilà, le sigle est resté le même. Des colonisateurs, et dire que ceux-là ont pillé l'Afrique. Ils ne sont pas partis seulement avec les richesses matérielles, ils sont partis aussi avec des richesses aujourd'hui qu'on met dans le domaine de l'immatériel, c'est-à-dire le patrimoine culturel africain. Et ça tombe bien, c'est une thématique qui est tout à fait dans l'air du temps. Il y a quelques jours, ici à Libreville, nous venions d'assister à une manifestation très, très, très révélatrice. C'était le retour d'un certain nombre d'objets d'art du Gabon qui viennent de retrouver la terre matricielle il y a quelques 4 jours. Mais parmi ces œuvres, une des œuvres, je crois que c'est un reliquaire Kota, date de la fin du 19e siècle. Alors, ces œuvres sont parties d'ici dans des conditions très difficiles à élucider aujourd'hui, mais on sait que ça fait partie de la prédation d'hier, parmi tant d'autres. Là, on vient d'avoir un échantillon. Alors, ça, c'est à mettre à l'actif de la colonisation. En quoi c'était important pour le colonisateur de partir avec ces objets? Non, ce qui est arrivé, on est parti sur un quiproquo, un malentendu. Ou peut-être c'était un malentendu voulu. Quand le missionnaire européen arrive ici, il apporte sa religion, qui est une religion qui véhicule un message de rédemption unique. C'est-à-dire, c'est par là qu'il faut passer pour accéder au ciel. Alors, mais il se trouve qu'en arrivant ici, il trouve qu'il y avait des formes de religion qui se pratiquaient ici, mais puisque le missionnaire était le détenteur exclusif de la seule religion valide, son but, ou si vous voulez, il s'est donné comme mission d'effacer celle qu'il trouve sur place. Or, il se trouve que parmi les supports de ritualisation ou de la liturgie dans nos religions traditionnelles, on utilisait des statuettes et un certain nombre d'autres objets qui nous servaient effectivement d'objets médias dans la liturgie, autant qu'aujourd'hui nous nous servons des figurines dans nos églises catholiques d'aujourd'hui.
hein, parce qu'on est dans la même fonction. C'est une fonction de médiation pour l'accès au sacré, au divin. Donc, notre accès au divin était diabolique, simplement parce que hérité de l'obscurantisme africain. Hans Griff, selon Donc, il faut débarrasser nos féticheurs d'autrefois de ces objets maléfiques. C'est pas bon, c'est le diable, ça va vous amener en enfer. Alors, on s'en est débarrassé d'une manière un peu plus subtile, c'est-à-dire qu'on rassemble tout ça, on va les parquer quelque part, on ne les a pas détruits. Au contraire, nous sommes surpris d'apprendre que ça avait pris des bateaux, non pas la cale d'un bateau, comme l'ont été nos ancêtres à une certaine époque, pendant 4 siècles, eux qui étaient dans les cales, mais plutôt dans les cabines. Avec beaucoup de délicatesse. Avec beaucoup de délicatesse, bien emballé, et ça se retrouve du jour au lendemain à Paris, à Bruxelles, à Londres, aux États-Unis, etc. Dans les grands musées. Et dans les grands musées. Et ces mêmes œuvres qui étaient chargées, connotées, chargées diaboliquement, aujourd'hui, ce sont les vedettes dans tous ces musées. Alors, la première chose dont on va parler, c'est la fondation que vous avez mise en place. Comment s'appelle-t-elle? Siakado, je peux l'annoncer déjà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une confusion avec votre nom? C'est tiré de votre prénom, Siaka? Non, c'est plutôt l'onomatopée qu'il faut voir. Sinon, Siakado constitue le regroupement des initiales de toute une expression. C'est le siège, le S international d'animation culturelle et académie de diffusion de l'olympisme. Alors, quand vous regardez la première lettre de chacun de ces mots, c'est ces premières lettres qui ont été regroupées pour donner Siakado. Sinon, mon prénom, dans le Siaka, c'est un K. Ici, c'est un C parce que c'était plutôt autre chose. En tout cas, au niveau de ce qu'on entend, bon, il y a une harmonie. Alors, justement, ça a été fait sciemment parce que le Do qui s'ajoute veut dire la voix qui a été suivie par Siaka. Ouais. Alors, comme taekwondo. Ouais. Et Siaka, pour ne pas le mettre avec le K, c'est un exemple. Si vous savez, cette fondation est accompagnée d'un ouvrage, comme je dis, qui est un genre d'autobiographie simplifiée pour permettre aux jeunes gens de dire qu'on peut partir de rien, puisque s'il s'agit de mon cas, et puis par la force du travail, la volonté et le sérieux, l'abnégation dans tout ce qu'on fait, et atteindre les sommets. Atteindre ce que Dieu nous permet d'atteindre. Alors donc, pour ne pas désespérer et aller à l'aventure, ça veut dire que la solution à nos difficultés se trouve en nous-mêmes. Alors la base de cet entretien que nous avons pendant cette émission Le Talk est votre ouvrage, La pratique et l'esprit du taekwondo en Afrique. En tout cas, c'est un ouvrage qui est paru quand? En 2016. 2016. En 2016, la rédaction est finie en 2016, mais l'apparition s'est faite en 2017 parce qu'il fallait régler le problème d'édition, le problème de... Et puis surtout, comme vous-même vous l'avez dit, compte tenu de mes occupations professionnelles, je ne pouvais pas consacrer un temps complet à cela. Je faisais cela selon les brèches de temps qui me restaient après le travail. En tout cas, cet ouvrage est un condensé de votre vie, de votre parcours sportif surtout. Oui et non, parce que en fait, l'aspect qui porte, il n'y a qu'un seul chapitre qui porte sur ma petite expérience, mais il y a 6 chapitres et les 5 autres rendent compte quand même de la discipline que Dieu m'a permis de découvrir. Et il n'y a qu'un seul chapitre qui porte sur mon expérience que j'essaie de partager avec les jeunes générations pour faire ces témoignages de ce que cet art m'a apporté. Dans la pratique, en quoi le taekwondo se différencie? Et c'est en cela, je veux terminer le dernier principe, justement, c'est l'art de se défendre, j'insiste bien sur le terme, c'est de se défendre les mains et les pieds nus. De se défendre et non d'agresser. Voyez-vous, pourquoi se défendre? Parce que les Coréens ont été colonisés pendant près de 2 siècles par les Japonais qui avaient à l'époque les sabres et tout, et il leur était interdit de porter des armes. Donc, dans la discrétion, les initiateurs de notre art, les premiers maîtres, les Coréens, il fallait donc forger
l'entièreté de leur corps pour en faire une arme redoutable. Et comme les deux bras étaient déjà utilisés comme l'homme par l'homme pour pas mal de choses, il fallait en même temps les compléter avec les bras. C'est pour cela que, au niveau de la plupart des techniques du taekwondo, il y a beaucoup de techniques où l'usage des membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds et les jambes, devient aussi aisé que l'usage des membres supérieurs, pour que tout le corps entier soit une véritable arme. Et c'est la raison pour laquelle, dans le lexique, justement, dans le vocabulaire, le premier chapitre commence d'abord par la connaissance des différentes parties du corps. C'est celles qu'on peut utiliser comme arme, soit pour se défendre, soit pour réagir aux attaques. C'est très différent de l'agression initiale. On réagit quand la vie est menacée. Donc, on apprend d'abord pour protéger les autres et se défendre quand la vie est menacée. Donc, voyez-vous, sur le plan comportemental, ce sont des vecteurs qui font que si quelqu'un applique les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo, logiquement, sans être un saint, il doit être un modèle dans la société où il se trouve. Comme je l'ai dit tantôt, c'est Dieu seul qui peut être parfait. En tant qu'humain, il peut avoir ses faiblesses, mais il doit en avoir le moins possible. Cela veut dire que vous avez créé votre entreprise et que vous la dirigez. Oui, j'ai créé une entreprise il y a une dizaine d'années à Kinshasa, une agence de communication que je dirige, donc, ce qui fait de moi un directeur ou une directrice générale. Alors vous vivez à Abidjan? Je vis à Abidjan depuis 1 an et demi, je suis plus en Côte d'Ivoire. Votre entreprise est à Kinshasa? Non, j'ai ouvert aussi un bureau à Abidjan et aussi à Bamako. Ok. Alors, il faut signaler tout de suite que vous avez un livre dont le titre est « Évasion virtuelle ». C'est un roman. Hein? Oui, c'est un roman. Alors, vous écrivez aussi? J'écris aussi. Ça fait pas un peu trop, non? Pourquoi trop? Ça fait ce que je suis. Ouais. C'est la somme de toutes ces choses qui fait que je suis moi. Ouais. Donc, c'est mon équilibre. Mon équilibre, je le trouve dans les différentes activités que je fais. Il y a quelqu'un qui disait un être humain n'a pas le droit de dire qu'il n'a rien à faire. Je suis d'accord. On n'a pas le droit de dire qu'on n'a rien à faire, mais des fois aussi, c'est pas mauvais de s'asseoir et de ne rien faire. De souffler un peu. De souffler, de prendre le temps. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes à Libreville? Quelle est la raison de votre présence dans la capitale gabonaise? Alors, j'ai été invité par le docteur Assélé, qui est la présidente de l'association L'Appel des 1001, qui a organisé la Journée internationale de la femme africaine à Libreville. C'est une manifestation qui existe, c'est un jour qui existe depuis, il me semble, 1963, mais qui n'est pas très connu. Ouais, c'est la date du 31 juillet. 31 juillet, exactement, on commémore la femme africaine, et c'est le jour où on essaie de voir où est-ce que nous en sommes, et au niveau de nos droits, de notre situation, et comment on peut faire pour aller plus loin, et motiver les autres pour aussi s'élever. Alors, il faut donc que l'on retienne bien cette date, que les femmes retiennent bien cette date, mais aussi tous les êtres humains, j'allais dire, le 31 juillet est consacré à la femme africaine. Alors aujourd'hui, nous sommes à quel niveau quand on parle de la femme africaine? Est-ce qu'il est même normal de dire la femme africaine? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs femmes africaines? Moi, je vais revenir, avant d'arriver là, quand on dit on est à quel niveau, je voudrais revenir sur les pionnières. Si nous sommes aujourd'hui là, aujourd'hui, nous, les femmes africaines d'aujourd'hui, on doit dire la femme africaine. Il y a eu des pionnières qui nous ont devancées, qui ont posé des actes et qui se sont battues pour que nous puissions aujourd'hui avoir le droit de vote, occuper certaines fonctions, étudier même, parce que étudier, c'était un luxe. Et même ça reste encore un problème, hein, l'école, la scolarisation des filles. Les défis, c'est encore un problème qui est très très important. Donc il y a la femme africaine, et dans cette femme africaine, il y a une diversité de femmes, et les unes des autres, nous devons nous donner la main. C'est-à-dire, nous sommes les femmes de la ville, on peut dire, entre guillemets, mais il y a aussi la femme rurale. Il y a la jeune fille qui est la femme africaine en devenir. Donc, il y a la femme du troisième âge. Il y a la femme du troisième âge. Hein. Les femmes du troisième âge que je connais, elles se sentent jeunes, il ne faut pas dire ça. Oui, mais on a vu aussi que certaines femmes du troisième âge se retrouvaient dans des conditions difficiles. Très difficiles. Oui, notamment les veuves. Les veuves, être veuve, c'est un vrai, surtout avec toute la dimension traditionnelle ou pseudo-traditionnelle qui attribue des fonctions un peu de malheur aux veuves, qui les dépouillent et qui les... Donc il y a tous ces combats
qu'on ne peut pas embrasser en une fois, mais le fait de se retrouver, cela nous permet de discuter des différentes situations et de trouver des pistes de solutions. Et surtout, c'est un enseignement. Cette conférence était plus un enseignement pour moi. Un échange d'expériences. Échange d'expériences, et puis formation, et puis voir, on a rencontré des femmes gabonaises qui ont fait des choses extraordinaires, que ce soit en politique, que ce soit dans les affaires. J'ai rencontré, il y a une dame qui était sur mon panel, femme et entrepreneuriat, qui est la première femme à avoir eu une imprimerie au Gabon. Ok. Alors, vous avez justement animé un panel, c'était lequel? Femme et entrepreneuriat. Alors, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. De quoi s'agit-il exactement? Femmes et entrepreneuriat. Pour réduire la pauvreté et atteindre les objectifs, les ODD, les objectifs de développement rural, l'une des conditions, c'est l'accès de la femme à l'entrepreneuriat et à la richesse. Donc, on est de plus en plus dans la réflexion comment faciliter l'accès à l'entrepreneuriat aux femmes, comment les motiver, comment aussi les former et comment leur donner les outils qu'il faut pour réussir l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un sacerdoce. Ça a été quoi l'essentiel de votre message? Mon message, c'était d'acquérir les outils qu'il faut. C'est lesquels? Les outils, les connaissances en finance, la connaissance en marketing. On ne demande pas à toutes les femmes d'être ingénieurs en finance comme vous. Non. On n'a pas dit d'ingénieur. La connaissance basique, comprendre, lire un bilan, avoir des connaissances de base, mais par contre, être commercial de son entreprise, ça, on demande à chaque personne d'être vendeur. Quand tu as une entreprise, tu es chef d'entreprise, tu dois pouvoir vendre ton entreprise, vendre ton service, vendre ton produit. Donc il y a l'aspect commercial, marketing, comment communiquer aussi sur son produit. Et quand on ne sait pas lire son bilan, si tu as un comptable, il peut te rouler. Hein. Donc c'est l'acquisition de plusieurs éléments de formation qu'on doit acquérir au fur et à mesure de l'aventure entrepreneuriale qui peut nous amener à créer quelque chose de pérenne. Donc mettre à la disposition des femmes les outils qui leur permettraient justement d'avoir une activité génératrice de revenus. Génératrice de revenus. Oui. Et nos mamans, l'entrepreneuriat n'est pas nouveau. L'entrepreneuriat féminin, on ne peut pas dire qu'il est nouveau. De tout temps. Même en Afrique. En Afrique surtout. Ouais. Les femmes africaines sont les premières entrepreneurs en fait, du monde. Parce que les femmes premières entrepreneurs, dans les statistiques, il y a plus de femmes entrepreneurs en Afrique que dans d'autres pays. Parce qu'elles elles ne sont pas forcément dans le formel. Quand on va au marché, qui vend? Devant les maisons, qui vend? Dans les rues, un peu partout. Qui vend? Elles s'organisent maintenant plus dans des coopératives, dans des groupements d'intérêt économique. Donc c'est toute cette information que nos sœurs n'ont pas toujours, que nous devons de leur apporter, pour qu'elles puissent se formaliser et s'organiser de façon à créer une véritable richesse. Monsieur Firmin Didagbe est béninois, il a 55 ans, il est marié, il est père de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Il faut dire que vous êtes psychopédagogue. C'est quoi un psychopédagogue? Psychopédagogue, c'est celui qui, dans le secteur de l'éducation, a étudié a priori les sciences de l'éducation. Et c'est celui qui permet la communication entre enseignants, et qui favorise éminemment cette communication. C'est aussi celui qui favorise la communication entre les enseignants et les élèves et entre les enseignants et les parents d'élèves. Vous formiez les enseignants à fonctionner entre eux, entre enseignants? Oui, parce que c'est justement le mieux communiquer en milieu professionnel et c'est très important. Les enseignants, entre eux, quand ils ne communiquent pas, quand ils ont des conflits, c'est assez lourd. C'est assez pesant pour les élèves et qui sont les centres d'intérêt. Il faut dire que chaque enseignant il a sa discipline, professeur de mathématiques, professeur de français, anglais, etc. Et donc chacun a une influence sur l'enfant, mais il est bon qu'entre enseignants... Qu'il y ait une très bonne relation entre les enseignants. Je veux parler là du développement de l'intelligence interpersonnelle. Nous devons avoir de la fluidité. Nous devons nous comprendre, nous accompagner et savoir aussi gérer les conflits, c'est très important. Je ne dirais pas que ce soit une relation saine, mais c'est quand les conflits sont là, comment faire en sorte d'avoir de la compréhension, d'avoir de l'auto-empathie et de l'empathie pour l'un et l'autre. Alors c'est quoi l'empathie?
L'empathie, c'est, disons, dans une situation de conflit, j'essaie là d'être une présence pour accompagner l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, sans chercher à juger l'autre. D'accord, on aura le temps de développer cela. Et puis, il faut dire que vous formez également les enseignants à avoir un bon contact, une bonne communication avec les parents d'élèves. Oui, c'est très important parce que les parents, eux, je dis souvent, c'est eux qui font la plupart du boulot, comme on le dit. Et donc, les écouter nous édifie beaucoup. Pour connaître un enfant, il faut énormément communiquer avec les parents. C'est eux qui connaissent en premier l'enfant. C'est eux qui peuvent nous dire comment fonctionne l'enfant. Donc, si à ce niveau, j'érige des barrières, je risque de créer évidemment un problème. Les parents pourraient ne pas comprendre parce qu'eux aussi ont besoin d'informations relatives au travail de l'enfant. Madame Zoumarou est ministre de l'économie numérique et de la communication au Bénin. Bonsoir, madame. Bonsoir, Georges. Merci beaucoup de nous faire l'amitié et l'honneur d'être sur notre plateau aujourd'hui. Nous allons parler de vous, de ce que vous faites et du numérique qui est pratiquement votre passion aujourd'hui. Tout à fait. C'est ma passion. Parce que vous êtes entré... C'est mon métier aussi. C'est votre métier aussi. Oui. Comment est-ce que vous y êtes entré? Alors, je suis entrée dans le numérique il y a plusieurs années de cela, suite donc à l'obtention de mon baccalauréat. Quelle série? Parce que tout ça, c'est important pour nous. Série scientifique, donc série C, un peu ce qu'on appelle en Europe série S. Mais nous, au Bénin, on dit série C. C'est très important. Vous êtes la plus jeune du gouvernement actuel. Vous n'avez que 35 ans. Vous êtes entré au gouvernement à 34 ans. Ça fait un défi lourd à relever. Vous êtes femme, vous êtes jeune et vous êtes la plus jeune du gouvernement. Effectivement, ça fait beaucoup de défis. Le premier défi pour moi, c'est l'atteinte des objectifs je vais dire l'ambition donc dans le secteur que le président Patrice Talon veut que son gouvernement aide à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier défi. Et aussi, vous avez raison, c'est aussi un défi relativement à la confiance qui peut être accordée à la jeunesse, aux femmes. Je sais que ces défis-là également sont en face de moi. Et chaque jour, dans les décisions que je prends, dans les analyses que je fais, et dans la façon dont je m'engage dans le rôle qui est le mien, eh bien, ces défis-là, je les garde en tête. Donc, ça fait femme, numérique, jeune, ça fait vraiment des charges que vous appréhendez avec sérénité. Vous y allez parce que... Je dirais même avec reconnaissance, parce que c'est des défis, mais les défis, pourquoi c'est des défis? C'est pour qu'ils soient relevés. Absolument. Et moi, je prends cela comme une opportunité. Il y a beaucoup de jeunes au Bénin qui relèvent des défis chaque jour. Beaucoup de femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes au Bénin qui relèvent des défis chaque jour. Et donc, chaque jour que nous avons l'opportunité de pouvoir faire avancer les choses, il faut le faire. Donc, aujourd'hui, nous avons au Bénin, de façon générale, dans tous les secteurs, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui innovent, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie que notre pays devienne en fait ce centre de développement que le président Patrice Talon veut mettre en place. Et c'est cet effort conjugué qui va permettre que nous y arrivions. Ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. On va commencer par vous connaître davantage. Vous avez été ministre, vous êtes diplomate. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été diplomate? Vous êtes toujours diplomate? Disons, du point de vue de la carrière, je peux dire que j'ai été diplomate, mais j'ai le titre honorifique d'ambassadeur dignitaire de la République. Alors, quand on parle de gestion des
des conflits, vous l'avez souvent dit, il y a un mot qui apparaît, qui transparaît et qui s'impose, c'est la médiation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par médiation? Bien. Vous savez, d'abord, je suis désolé de vous... La question, c'est de savoir d'où vient la médiation, avant de définir ce qu'elle est, n'est-ce pas? Allez-y, ouais. Vous savez, quand il y a conflit, il y a nécessité d'un dialogue, n'est-ce pas? Le dialogue doit se créer d'abord entre les parties qui sont concernées. Et après ce dialogue, donc, il y a le processus de négociation qui s'instaure entre les deux parties qui sont concernées. Des fois 3, non? Des fois 3 ou 4? Non. Ah, c'est 2. C'est 2. Que 2? C'est 2. La négociation, le dialogue, c'est d'abord 2. D'abord, dialogue. Dans dialogue, il n'y a pas multi. Mais c'est d'un conflit, on ne peut pas se retrouver à 3. Dialogue, c'est d'abord 2 personnes qui s'opposent, 2 parties qui s'opposent. N'est-ce pas? 2 entités qui s'opposent. Mais c'est lorsque ces parties ne parviennent pas à une solution, hein, n'est-ce pas, que intervient un tiers. Et c'est là qu'intervient le médiateur. Sur appel de qui? Ça peut être de l'une ou l'autre partie, ou les deux à la fois. Une partie ou les 2 parties peuvent convenir de saisir le médiateur. Donc le médiateur est un tiers qui intervient. Il ne s'auto-saisit pas. Il ne s'auto-saisit pas. Il est, faut qu'on lui fasse appel. Il est saisi par les 2 parties qui conviennent. Ou par l'une des parties. Hein. Ou bien par l'une des parties qui conviennent de le solliciter. Monsieur Soumaïla Cissé, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, c'est tout un honneur pour moi d'être En tout cas pour nous aussi. Certains vont se demander pourquoi on vous appelle Monsieur le Président. Vous avez été le président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous êtes le président de votre parti, l'Union pour la République et la démocratie. Et puis vous êtes le principal leader de l'opposition au Mali. Je suis le chef de file effectivement de l'opposition au Mali. Mais une anecdote disait que si vous rencontrez une personnalité, vous ne savez pas quel titre lui donner, vous le dites président. Il est forcément président ou d'un club, ou d'un groupe d'amis, ou d'une association. Tout le monde est président quelque part. Mais je suis honoré d'être président de mon parti et d'avoir été président de la commission de l'UEMOA. Non, alors, vous avez raison. Le Mali est connu depuis 2012. Nous avons une situation extrêmement difficile. Dans le nord du pays, le terrorisme est là, la rébellion s'installe. Il y a un lien entre les deux, entre le terrorisme et la rébellion? Disons qu'il y a des passerelles. Il y a des passerelles, il y a des personnes qui se retrouvent un peu des 2 côtés. La situation n'est jamais très très claire parce qu'il y a énormément de trafic de personnes avec les otages, des trafics de drogue, des trafics d'armes. Je crois que c'est une situation extrêmement difficile. Ça concerne pratiquement les 2 tiers de notre pays. C'est un vaste pays. Un vaste pays. Le Mali, c'est 1 240 000 km². Ces 2 tiers sont occupés aujourd'hui. L'État est quasi inexistant. La plupart des écoles sont fermées. Il n'y a pas de dispensaire, etc. Et malheureusement, depuis 2013, nous avons un président qui est élu. Et malheureusement, les choses, au lieu d'avancer, les choses ont empiré. Un accord de paix a été signé depuis 2015. Au jour d'aujourd'hui, cet accord n'avance pas, il n'a pas pu être mis en place. Il était prévu. Pourtant, vous dites qu'il a été réélu ou bien on l'a imposé pour je vais y venir. Appliquer l'accord. Ça, c'est 2013. Ça, c'est les arguments des uns et des autres. Il faut bien que chacun ait un argument. L'argument, c'était que il fallait le garder pour appliquer les accords de paix. Mais quand en 5 ans, il n'a pas pu les accorder. En tout cas, de 2015 à 2018, ça fait 3 ans. En 3 ans, ça n'a pas bougé. En 3 ans, l'insécurité a augmenté. En 3 ans, le nombre de morts a augmenté. Que ce soit du côté malien, que ce soit du côté des partenaires, etc. Des attentats à Bamako et partout dans le pays. Aujourd'hui, il y a encore des Maliens qui sont pris en otage. Il y a des étrangers encore pris en otage. Il y a une gouvernance qui met le pays à volo. Ceci est incontestable, indéniable. À tel point qu'aujourd'hui, cette insécurité a gagné les pays voisins, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit la Côte d'Ivoire même et le Niger. Pas loin. Donc aujourd'hui, du nord, en 2013, aujourd'hui nous sommes jusqu'au centre du pays,
où il y a une zone djihadiste qui s'est installée, où toutes les écoles sont fermées. Il y a près de 2 millions d'enfants au Mali qui ne vont pas à l'école. Il y a plus de 750 écoles fermées. Ceci interpelle ceux qui sont là au gouvernement. Le président qui est là est déclaré élu. Nous avons contesté parce que nous avons des éléments de contestation. Vous savez, depuis que le Mali existe, depuis 60, où à la rupture de la Fédération du Mali, tous les Maliens sont sortis pour aller défendre le président Modibo Keïta qui était arrêté à Dakar. On n'a jamais eu autant de mouvements que maintenant. Où pratiquement dans toutes les villes, dans tous les villages, y compris dans la diaspora, que ce soit à New York, que ce soit à Washington, que ce soit à Paris, partout, tout le monde est sorti pour dire arrêtez la fraude. Parce que tout le monde est convaincu que le président actuel a été élu par la fraude et par la triche. Je crois qu'on ne peut pas avoir trompé tout le monde. On n'a pas besoin de prouver. Mais bien sûr, on a des éléments. Vous savez, les éléments de preuve, au-delà de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous invite tout simplement à lire le rapport fait par l'Union européenne. Mademoiselle Emmanuelle Marie Foutou est en transit entre l'élève qu'elle a été et l'étudiante qu'elle est en train de devenir. Vous avez obtenu votre baccalauréat il y a juste quelques mois, quelques semaines, dans un Gabon qui se plaint du taux très élevé des échecs scolaires. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve un peu partout sur le continent africain. Les échecs scolaires sont un peu trop importants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et surtout, comment vous avez fait pour obtenir votre bac dans ce lot d'échecs? Lorsqu'on se fixe des objectifs, on essaie de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs. Ce qui fait que, quelles que soient les difficultés, on réussit à les dépasser, à les surpasser. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour les dépasser, ces difficultés? Parce que vous êtes dans une atmosphère, j'allais dire d'échec, hein, tout le monde échoue, et puis il y a quelques-uns qui émergent. Alors, ceux qui émergent, comment ils font, comme vous? Déjà, c'est le travail. Nos profs à l'école nous le disaient, ce n'est que le travail. Lorsque vous avez devant vous des exemples de personnes qui ont pu réussir malgré ça, vous ne pouvez que prendre ces personnes-là pour exemple. Vous essayez de vous dire, tel a réussi, donc je peux aussi réussir. Beaucoup de personnes qui nous regardent vont se demander, mais pourquoi avoir invité cette jeune fille, Emmanuelle Marie Foutou? Eh bien, nous l'avons découverte lors d'un concours d'art oratoire, un concours qui s'adressait spécialement aux jeunes filles. La femme de valeur n'est pas une femme légère, égoïste, malotrue, une femme vulgaire et grossière. Une femme de valeur est comparable à un bijou précieux, confectionné par un orfèvre hors pair. Docteur Henri Charles Aïnadou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Abouké. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être des nôtres sur ce plateau aujourd'hui. Tout le plaisir pour moi. Bonsoir à la Belle TV. Alors, vous êtes originaire du Bénin. Oui. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous êtes pharmacien. Oui. Et vous êtes pharmacien-chercheur. Alors, quelle est la différence entre le pharmacien et le pharmacien-chercheur? Le pharmacien, c'est celui qui a déjà fait un diplôme de pharmacien. Et donc, il peut déjà soit être pharmacien d'officine, servir dans une officine. Il peut être pharmacien dans un laboratoire d'analyse. Il peut être pharmacien aussi dans les laboratoires qui fabriquent les médicaments. Il peut être pharmacien enseignant. Mais un pharmacien qui fait de la recherche, en plus, c'est celui-là qu'on appelle pharmacien-chercheur. Une réalité. Il faut dire que vous êtes pharmacien-chercheur, vous l'avez dit en début d'émission, vous fabriquez des médicaments. Oui, et je fabrique des médicaments à base de plantes. Dans quel but, d'abord? Bon, il faut savoir... essayer de comprendre. Oui, tout est parti du fait que j'ai perdu mon père d'un cancer de gorge. J'ai perdu mon meilleur ami d'un cancer de foie. Et j'ai perdu mon beau-père d'un diabète. Il avait été sérieusement affecté. On a dû lui couper une jambe. C'était vraiment un désastre.
Et face à tout cela, je me suis dit... L'homme de science que vous êtes. L'homme de science que je suis, je ne comprends pas que des personnes qui ne sont pas si vieilles. J'ai dit un ami, donc quelqu'un qui a à peu près mon âge aussi, qui est parti d'un cancer de foie. Bon, pourtant, nous sommes dans un monde moderne où il y a la communication, il y a les réseaux sociaux, où tout le monde est informé, à gauche, à droite de tout ce qui se fait. Donc on ne peut pas comprendre que des personnes peuvent commencer à mourir comme ça. Et lorsque on était allé voir un peu les statistiques aussi, on avait vu que le cancer progressait. Ayant fait mes études à Dakar, où la médecine moderne était donc aussi souchée sur un peu la médecine traditionnelle, parce qu'on faisait beaucoup de botanique, beaucoup de pharmacognosie, donc on étudiait beaucoup les plantes. Je me suis dit, bon, il faut peut-être voir un peu de ce côté pour voir ce qu'on pourrait apporter. Et c'est là où nous sommes plongés dans cela. On a commencé à travailler depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc voilà, les résultats sont là. Nous avons 4 brevets, 4 brevets en France et à l'OAPI. Et donc nous continuons de faire les recherches. Et nous avons aussi d'autres brevets qui sont en vue. Voilà, Madame Benga Mengon, Cheikh Hamidou Kane, il préconise la même chose que vous, un recours, mais en jouant sur les mots, un recours au passé. Parce que nous avons un passé prestigieux. Nous étions les seuls, comme je vous ai dit, à donner à la civilisation au monde. Nous n'avions pas de rival. Et tout le monde est venu apprendre chez nous. Donc nous devons nous appuyer sur ce passé prestigieux pour consolider notre présent et pour mieux préparer l'avenir. Alors l'avenir, ce ne serait pas des académies, des écoles où on apprendrait à être traditionnaliste? Traditionnaliste est un élu qui doit transmettre aux autres ce qu'on lui a apporté. Comment? Dans une école? Dans une école, à travers tous les médias, à travers les livres, à travers tous les moyens qui existent pour pouvoir le faire. Moi aussi, j'ai le même projet que Cheikh Hamidou Kane, qu'il faudrait qu'il y ait des académies. L'académie, quand on parle de bibliothèque d'Alexandrie, ce n'est pas que chaque poète ou chaque écrivain venait déposer un livre. C'était des érudits, le genre que je suis, à qui on donnait la possibilité d'enregistrer tout son savoir, parce que moi j'ai 70 chemises cartonnées depuis la création du monde. Qui attendent d'être publiées? Oui, depuis l'enseignement que j'ai reçu, depuis la création du monde jusqu'à ce que l'Afrique aille dans le développement, tout cela doit être su. Il faut savoir ce que c'est les eaux, ce que c'est le vent, ce que c'est le sable. Il faudrait qu'on maîtrise d'abord notre environnement et qu'on l'exploite et que cet environnement-là nous devienne utile et qu'il fasse asseoir nos nouvelles sciences, nos sciences à nous. Nous n'allons pas faire des sciences par rapport aux autres. Nous, on n'a pas froid, on n'a pas de neige. Donc il faudrait faire les sciences par rapport à notre environnement. Même le soleil dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui déforme l'environnement. Or, les énergies que nous allons mettre au point n'auront pas de poteaux ni de boyaux qui passent sur terre, sous mer ou je ne sais pas, en l'air. Non. Non. Bon, alors Madame Benga Mengon, notre temps, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Il faut dire que, est-ce que vous faites des conférences? Des conférences en attendant que les livres que vous allez éditer soient prêts? Est-ce que vous faites des conférences pour divulguer ce... Quand l'occasion m'est donnée, oui, je suis panéliste souvent dans des thèmes que les associations font aujourd'hui. Je partage, parce qu'aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, on veut matérialiser, mais on ne sait pas que la matérialisation est un parcours plein d'embûches et que c'est une œuvre de l'esprit, qu'on prend l'invisible pour le mettre dans le physique. Donc il faudrait bien que nos enfants maîtrisent ce parcours avant de venir dire que moi je suis entrepreneur. On est entrepreneur. Ok. Est-ce que vous, pour terminer vraiment, est-ce que vous avez espoir, vous gardez espoir en l'Afrique?
Le développement de l'Afrique se prépare dans le plus grand silence. Vous n'aurez pas deviné qu'à mon âge, je connais plein de choses dans le futur africain, hein, comme tant d'autres à travers le monde. Le décompte qu'on m'avait donné à l'époque, en 2001, c'était 950 000 érudits qui sont préparés pour le développement de l'Afrique. Je n'ai pas peur, j'ai plein d'espoir pour mon continent. Donc l'Afrique est promise à un développement radieux. Bien sûr, ce n'est pas avec la technologie, les produits de technologie fixe. Parce que quand quelque chose est fixe, ça attire la négativité et ça attire la tromperie. Je ne vous connais pas, je vous regarde pour la première fois, je vais vous dessiner chez moi. Tout dépend de mes capacités, je peux vous reproduire même mieux que la photo. Donc ces capacités des Africains ne sont même pas endormies, puisqu'aujourd'hui, tout enfant qui naît en Afrique est presque quelqu'un qui revient pour terminer sa mission. Donc, moi, je suis fière d'être africaine. Je suis très optimiste parce que je sais de quoi je parle. Je vous ai dit du point de vue de l'alphabet, on ne va pas dans la modernité sans savoir lire et écrire. Vous savez d'où nous viennent les lettres de l'alphabet? C'est sur les branches d'arbres, regardez. Vous ne voyez pas les lettres là-dedans? D'accord. Ah, voilà. Il va nous être difficile de faire tout le tour. En guise de conclusion, je dirais, à partir de cette phrase, s'inspirer des vestiges du passé pour consolider le présent et mieux préparer le futur. C'est exactement cela. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un autre numéro de cette émission, Le Talk, sur les antennes de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.